Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Voilà notre rendez-vous ce soir, comme d'habitude, pour analyser les questions d'actualité, parce que vous savez que c'est à travers cette émission que vous avez alors des analyses objectives, en tout cas sans parti pris, parce qu'ici nous ne faisons jamais éloge des personnalités. Nous parlons Congo, nous parlons nation, parce que nous estimons que nous n'avons que la République démocratique du Congo, nous n'avons pas un autre pays. C'est comme ça que souvent nous évoquons un philosophe que nous aimons bien, Héraclite d'Éphèse. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Une manière toujours d'interpeller, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, que ce soit ceux qui se battent pour avoir le pouvoir, d'intérioriser la dimension telle que nous sommes humains, nous allons passer, mais les institutions et le pays vont rester. Voilà, nous avons également un autre philosophe, John Locke, qui a pensé qu'on ne gère pas le pays par l'arbitraire, il faut des lois. Et c'est comme ça dans son ouvrage Traité du gouvernement civil, il fait état de cet aspect des choses. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous allons échanger sur notre constitution, qui est la mère de toutes les lois dans notre pays. Et on va échanger correctement avec votre invité. Nous parlerons des élections. Alors aujourd'hui, difficultés pour leur organisation. Que faire alors pour respecter correctement la Constitution? Est-ce qu'il faut procéder par le dialogue? Est-ce qu'il faut privilégier l'élection présidentielle? Est-ce qu'il faut changer le fichier électoral? Est-ce qu'il faut nettoyer simplement le fichier existant? Et voilà autant de questions que nous allons poser à votre invité et ensemble nous allons analyser. En cas de la non-tenue des élections à la date constitutionnelle, que prévoit alors la Constitution pour sauver correctement la démocratie au pays, encore que nous sortions de la dictature? Alors, est-ce qu'il faut... À ce moment-là, plutôt, nous allons interpréter l'article 70. Bien entendu, nous allons aussi évoquer la démarche de la majorité présidentielle. Justement, les députés qui ont saisi la Cour constitutionnelle pour interprétation. Mais la philosophie de la Constitution, en cas, à ce qui concerne plutôt le mandat, avec votre invité, nous allons essayer aussi d'analyser. Le social congolais préoccupe pratiquement tout le monde. Avec la montée du dollar sur le franc congolais, est-ce que c'est bonne chose aujourd'hui pour le pays? La décision du gouvernement pour traquer une fois de plus les Koulouna, est-ce que c'est à saluer? Délabrement inédit aujourd'hui des artères publiques à travers la ville de Kinshasa. Alors, que fait l'autorité? Pour analyser alors toutes ces questions, nous avons pensé recevoir pour vous Guillaume Majolo. Il est avocat, au cadre maintenant du parti politique, membre de la majorité présidentielle, l'UNDC. Il est communicateur de la majorité présidentielle. Voilà, c'est avec lui que nous allons échanger ce soir. Bonsoir Majolo Guillaume. Bonsoir. Voilà, le privilège pour nous aujourd'hui de vous avoir sur ce plateau. Et ici, nous estimons que notre pays va mal. Et voilà pourquoi chacun dans son secteur doit mettre la main dans la pâte pour se battre de façon à les sauver. Avez-vous la même lecture que nous autres ou vous avez une autre lecture particulière? Non, je ne serai pas aussi pessimiste au sens où vous le présentez. Je suis beaucoup plus à l'aise parce que c'est la rare fois, une des rares fois où je passe dans une émission où on lance l'émission sur base de la philosophie politique. Je suis moi-même versé dans cette science depuis très longtemps. Et vous venez de citer tour à tour un de mes maîtres, notamment John Locke. John Locke. Et, un philosophe anglais. Oui. Ouais. Et mon travail depuis un certain nombre d'années s'est basé sur la conception d'éléments qui organisent la société venant de John Locke. Et d'ailleurs, dans mon texte Ma Nation, j'en parle avec énormément de précision parce que si aujourd'hui on a les États-Unis d'Amérique, c'est sur base d'un texte issu du travail de John Locke qui partait du principe qu'effectivement la liberté américaine, en l'espèce aujourd'hui, n'était concevable autrement que par le fait qu'elle nous est donnée par Dieu et que sur base de ça, personne ne pouvait accepter d'être contraint sauf Dieu lui-même. Et par conséquent, il fallait absolument sortir du joug anglais, ce qui a conduit au Bill of Rights qui a fait les États-Unis d'Amérique et par la suite l'indépendance. Pour revenir au cas d'espèce RDC, 2006, après les tractations de Sun City, on a une constitution qui est pondue.
mais qui est pondu sous un jour particulier où il faut taire les armes, les pays est coupé en trois, il faut rafistoler les affaires nationales de sorte à ce qu'on puisse construire un pays. Il y a énormément de failles dans cette constitution. Au jour d'aujourd'hui, je vous envoie aller voir mon texte « Ma Nation » que j'ai écrit à l'époque où j'ai réprouvé déjà qu'il y avait énormément de difficultés à mettre en place cette constitution. Je crois que nous allons aborder. Voilà. Donc, partant de là, oui. Nous sommes dans un processus qui prend un certain temps pour pouvoir donner des résultats conséquents, mais les premiers résultats sont là. Et dans la région de l'Afrique centrale, y compris une grosse partie de l'Afrique australe, nous sommes le seul pays aujourd'hui qui est dans ces processus-là depuis un certain temps. De 1+4 au premier gouvernement de Kabila en 2006, au deuxième gouvernement de Kabila en 2011, nous sommes dans un processus qui a énormément de failles. Simplement, c'est un processus humain avec l'apprentissage que cela nécessite. On ne va pas nous demander l'exercice démocratique ou les réponses démocratiques qui soient liées à l'Angleterre ou à la France, qui ont cet exercice depuis quasiment 200 ans ou 300 ans. Ce n'est pas la même portée. Voilà, ce n'était que l'entrée à la matière parce que vous avez compris que nous avons cité l'auteur, le philosophe que vous aimez bien, et c'est comme ça que vous avez répliqué, John Locke, alors, aucun problème. Alors, la problématique première ici, c'est les élections. Nous avons aujourd'hui des difficultés pour les organiser. Et pourtant, vous aviez vous-même affirmé ici, il y a des avancées. Parmi les avancées, c'est le fait d'avoir organisé probablement déjà 2 fois des élections, 2006 et 2011. Alors, nous envisageons avoir d'autres élections au cours de l'année. Nous avons des difficultés au niveau de la CENI. Alors, nous posons la question, qu'est-ce qu'il faut et privilégier quoi pour connaître les élections? Est-ce qu'il faut procéder par le dialogue, convoqué par le chef de l'État jusque-là, ou on se bat pour avoir le comité préparatoire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut privilégier l'élection présidentielle comme pense une certaine classe politique? Vous le savez très bien. Est-ce qu'il faut privilégier le fichier électoral? Enfin, changer ou chercher un autre fichier électoral? Il faut simplement nettoyer le fichier électoral existant. Qu'est-ce qu'il faut? Bien. Déjà, lorsque vous dites le dialogue est lié à quoi? Le dialogue est lié aux difficultés qu'on a connues en 2011 à la suite des premières élections, enfin des deuxièmes élections. Estimé mal organisé. Oui, on a eu des contestations. Mal organisé, il y a eu des contestations et qui, de surcroît, ont pondu la M23. N'est-ce pas? Donc, on a estimé nécessaire, et d'ailleurs, les partis phares de l'opposition qui a contesté avec énormément de violence, qui est l'UDPS, a réclamé ces dialogues depuis 2011. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Très bien. Mais l'un dans l'autre, avec les activités macabres du M23, la région CIRGL et la région SADC ont demandé l'appui de la communauté internationale pour voir ce qu'il y avait comme solution. On nous a dit qu'il fallait dialoguer pour trouver la solution. Et c'est ce qui a pondu l'accord cadre. L'accord cadre... Là, nous sommes en 2013. Nous sommes en 2013, qui nous donne aussi la mise en place du mécanisme national. Il est dit, dans 2098, donc la résolution des Nations Unies, qu'il fallait absolument procéder au dialogue, de sorte à ce qu'on ne puisse plus avoir des élections comme on les a eues en 2011. Voilà. Que l'issue soit apaisée. Et alors, il y a des critères qu'il faut réunir par rapport à ces élections-là. Premièrement, il fallait, la loi électorale qui a pris un certain temps avant d'être mise en place. Elle a été mise en place. Il fallait revoir à la CENI ce qui a été fait. Ça a été mis en place. Et finalement, il fallait voir comment est-ce qu'on allait procéder pour organiser cette élection. On dit non, on ne peut pas la faire tant qu'on n'a pas eu le dialogue. Parce que l'accord cadre nous demande de pouvoir faire le dialogue. Donc, les chefs de l'État ont légitimement, en regard de nos engagements internationaux, procédé à la convocation de ces dialogues par l'ordonnance 1584. Est-ce que là, vous n'avez pas sauté quelque chose, maître? Parce que après qu'on ait l'accord cadre, quand vous prenez les 2 résolutions qui se sont suivies, parce que je prends ici la résolution 2098 et la résolution 2211, on a bien voulu qu'on ait le dialogue. Oui. Je prends la résolution 2098 dans sa disposition 4, on veut bien le dialogue. Oui. 2211 dans sa disposition 20, on veut bien le dialogue. Mais 2013, au lieu d'organiser le dialogue, on va organiser autre chose que le dialogue, les concertations. Et pourtant, vous affirmez que l'UDPS commençait déjà à réclamer le dialogue depuis 2011. Mais pourquoi, quand on organisait les concertations nationales, on n'a pas organisé le dialogue qu'on veut aujourd'hui pour, finalement, qu'on envisage en 2016, comme nous sommes aujourd'hui, pour avoir de bonnes élections? Les contextes étaient différents. On était dans la concertation. C'est-à-dire que ce n'est pas
Ce n'est pas 2098-4, c'est 2098-14B. Les obligations des parties prenantes, c'est-à-dire des hautes parties, qui étaient notamment la RDC, en ce qui la concernait personnellement, c'était 14B de 2098. Non, je parle de la disposition 4. On l'a dit clairement. Les 4 de quoi de l'accord, de la résolution 2098. De la résolution. Voilà. Qui demande quoi exactement? On demande ici, on dit, on dit, invite l'envoyé spécial à conduire, le concept c'est conduire un processus politique global ouvert à toutes les parties prenantes en vue de remédier aux causes profondes du conflit en République démocratique du Congo. Oui, ça c'est juste une annonce, mais la mise en œuvre de ce qui est demandé à la RDC, c'est au 14B. Oui. C'est là où vous avez la mise en œuvre des obligations de la RDC. Là, on invite l'envoyé spécial à approcher pour mettre en œuvre quelque chose. Qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre? C'est 14B qu'on met en œuvre dans cette résolution-là. Parce que bon, on y a travaillé, on sait de quoi il s'agit. D'accord. Très bien. Bon, partant de là, il y avait d'abord ce processus qu'il fallait mettre en place en regard des éléments de l'époque qui n'avaient rien à voir avec les blocages en ce qui concerne l'élection qui devait survenir en 2016. Simplement, on pensait qu'on était en mesure de faire les autres élections qui étaient en retard depuis 2011, à savoir la provinciale et la sénatoriale, sans compter les autres élections communales et tout ça, et locales qui étaient en retard. Donc, il fallait d'abord vider ça. Les regards étaient focalisés sur ça, d'où les concertations en ont parlé. On n'a pas tenu compte de ce qui allait se passer en 2016 en ce qui concerne ceux qui venaient d'avoir le nouveau mandat en 2011. Donc on n'a pas parlé de ça. Mais simplement, lorsqu'on a vu les difficultés inhérentes à la situation, notamment lorsqu'on fait venir l'OIF, qui a vérifié les fichiers électoraux avec toutes les difficultés qui étaient dans ces fichiers électoraux, il fallait absolument revoir les choses autrement. D'où les dialogues tels que sollicités en 2011 par les uns et par les autres, tels qu'est repris exactement en toutes lettres dans 2098. Et d'ailleurs, quand on regarde l'ordonnance qui convoque les dialogues, fait référence à 2098, fait référence à l'accord cadre et au mécanisme de suivi qui est mis en place ici. Et c'est ce qui pond ça, parce que la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui en 2016 rencontre effectivement ce qui était posé comme problème en 2011. Justement, parce que avec cette résolution, la résolution 2277 aujourd'hui, et quand vous la lisez, elle ne contredit pas les autres résolutions. Est-ce que ce n'est pas une manière de dire que nous avions déjà annoncé depuis les autres résolutions, cette disposition faisant état du dialogue n'a pas été respectée, et voilà, même à la dernière minute, vous devez l'organiser. Est-ce que ce n'est pas une manière de nous interpeller, nous autres? Non, mais l'interpellation est tout à fait nécessaire. C'est-à-dire que c'est tout à fait... Non, c'est un rappel, on interpelle, on rappelle tout simplement certains éléments. 2098 n'a pas été réalisé dans toute sa substance, il est vrai. Et aujourd'hui, on découvre qu'effectivement, il y avait un problème à pouvoir résoudre dans 2098. Très bien. Bon, maintenant, 2277, qui n'est pas une très mauvaise résolution, mais en même temps, qui est très ambiguë parce que ça mélange un peu tout. Ça vous dit à la fois qu'il s'agit d'éviter à ce que les contingents au niveau du Burundi et tout ça, je ne vois pas les rapports. Ça vous dit qu'il faut absolument organiser les élections dans un délai constitutionnel. Ça vous dit qu'il faut absolument nettoyer les fichiers électoraux. Là, ça salue quand même, non, pour nous les Congolais, lorsqu'on nous appelle à organiser des élections en respectant les délais constitutionnels. Non, est-ce que ça non, mais il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe. Vous ne pouvez pas, dans une même résolution, dire, pour contenter certaines personnes ou certains intérêts, dire délai constitutionnel, dans la même résolution, inviter à ce qu'il y ait des élections apaisées, normales, transparentes, en regard notamment du nettoyage du fichier électoral, en regard du retard accumulé, parce que tout ça est dans la même résolution. C'est une sorte de salade qui reprend un peu tout pour contenter les uns les autres. Mais la réalité est quoi aujourd'hui? Parce que dans la même résolution, les conseils de sécurité interpellent la CENI, qui a l'autorité de faire des élections, en lui disant que de rattraper son retard. Comment peut-on rattraper un retard de plus ou moins une dizaine d'élections ou à peu près 11 élections? Comment on rattrape ces retards-là? Est-ce qu'ici, ce n'est pas, en tout cas, une manière, enfin, parce que je parlais d'interpellation plutôt, est-ce que le gouvernement ou nos dirigeants ne sont-ils pas totalement responsables de ce que nous connaissons aujourd'hui? Même s'il faut lire la résolution en question, bon, la CENI, si elle a connu des retards ou des difficultés, c'est le gouvernement. Et si il faut voir correctement, les textes venaient un peu tardivement du gouvernement vers le Parlement, du Parlement pour que la CENI les applique. L'argent posait problème pour le financement de la CENI.
Et c'est tout ça ce qui a bloqué depuis tout ce temps. Et on s'est réveillé à la dernière minute. Et c'est là où ça pose aussi problème. Et c'est comme ça qu'on dit, vous devez organiser les élections à la date constitutionnelle, peu importe vos turpitudes, vos difficultés que vous aviez eues depuis tout ce temps, vous devez organiser les élections à la date constitutionnelle. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Votre grille de lecture est tout à fait partielle. Elle ne prend pas en compte les choses de manière globale. Non, on est en politique en même temps, hein, tous les coups sont possibles. Hein. Non, bien entendu, je comprends très bien, mais les coups, il faut bien le porter. C'est-à-dire que ce sont les coups qui sont portés en désordre, c'est pas intéressant. Il faut le porter les coups en disant que bon, là, je frappe parce que c'est par rapport à tel intérêt, ça va faire mouche. Mais quand c'est pris comme ça de manière tout à fait vague, ça n'a aucun intérêt parce que après tout, ça fait pchit, il n'y a rien. On est en 2011, 2012, on a un sérieux souci, les pays est attaqué. Vous faites quoi? C'est-à-dire si dans la rubrique qui a été prévue de dire il y a telle quantité au niveau du budget national qui est prévue pour pouvoir financer les élections ou préparer les élections et tout ça, cette quantité-là, on en fait quoi par rapport au fait que les pays est attaqué? On fait quoi pendant ce temps-là? Les cas de force majeure dans n'importe quel pays du monde nécessitent la mobilisation des ressources de sorte à ce qu'on puisse absolument résoudre ça. La sécurité d'un pays n'a pas de prix. Parce que jusqu'aujourd'hui, lorsqu'on n'a pas organisé les autres élections depuis 2011, personne n'a rien dit. La démocratie serait-elle tout simplement conforme à l'institution présidentielle ou elle couvre... Quelles autres élections vous faites allusion? Mais le Sénat, c'est un Sénat qui est tout à fait légitime, bien entendu, mais c'est un Sénat qui devait être réformé depuis très longtemps. Mais là aussi, la responsabilité, c'est à qui maintenant? Mais non, mais c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire qu'il y a un problème à la fois d'organisation des élections puisqu'on n'a pas pu tenir le calendrier. Il n'y a pas que ça. De la volonté politique en même temps? Non, aussi. mais la volonté politique, je viens de vous dire ici qu'il y a un souci en ce qui concerne la situation sécuritaire qui a surgi de manière non préparée, parce qu'on ne savait pas très bien que les gens avec qui on a eu un compromis, à savoir les CNDP, allaient s'émuer en M23 avec l'appui des forces étrangères à un moment donné, et comment on résout ces problèmes-là? On dit, écoutez, bon les gars, vous pouvez continuer à faire votre travail, nous à Kinshasa, on s'occupe d'abord de faire les élections, on reviendra plus tard lorsque Rutshuru sera découpé, sera occupé. Non, on ne fait pas ça. On s'en occupe tout de suite, on fait le travail qu'il faut faire. Et puis la communauté internationale, la fameuse communauté internationale, aujourd'hui quand elle vous interpelle, vous prenez pour argent comptant tout ce qu'elle dit. Mais quand elle vous promet de payer l'argent, de donner l'argent, de contribuer à faire un certain nombre d'actes, ces contributions, vous le voyez arriver? Ça n'arrive pas. Or, si on incorpore dans les processus budgétaires en disant, voilà, on aura cette quantité qui viendrait des partenaires parce qu'ils veulent soutenir les processus. Et les partenaires ne donnent rien. J'ai suivi une activité au niveau de la CENI, où les présidents de la CENI... Je clôture là-dessus. C'est du bénévolat, ce n'est pas une obligation non, pas du tout. Oui. Si vous lisez la résolution, toutes les résolutions, la participation de la communauté internationale est tout à fait importante. On ne peut pas promettre à une population en disant, voilà, nous allons soutenir à hauteur d'autant parce qu'il faut faire les élections, et même pas les 1/10 n'arrivent. Sachant très bien qu'on a un problème sérieux en ce qui concerne notre petit budget, qui est à hauteur de 7 à 8 milliards au total, avec l'appui qu'on obtient des uns et des autres, et dégager plus d'1 milliard de dollars d'un coup comme ça, alors qu'on a un problème sécuritaire. Et ils sont intervenus pour résoudre ce problème sécuritaire massivement. Ils sont intervenus massivement. On a résolu le problème sécuritaire. Et parallèlement à cela, ils devaient soutenir aussi les processus électoraux en donnant leur contribution. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Problème d'argent, maître, je crois que nous devons nous regarder parce que vous avez suivi aussi le rapport du conseiller et du chef de l'État en matière de la corruption, M. Lozolo, et parler des milliards de dollars qui entrent dans des poches obscures. Donc il y a question de la bonne gestion qui se pose également au pays. C'est ce qui fait qu'on ne sait pas canaliser les recettes de l'État vers les objectifs essentiels. Et voilà pourquoi nous avons des problèmes aujourd'hui. Monsieur Pascal, oui. Qui peut nier aujourd'hui que le monde entier est touché par ces phénomènes? Ce n'est pas l'apanage de la RDC. Corruption. Mais qui peut nier aujourd'hui que le monde entier est touché par ces phénomènes? Avec des degrés divers, hein? Non, mais non, il y a des degrés divers, effectivement, parce que bon, ce n'est pas la même intensité ici ou là, mais ce ne sont pas les mêmes conséquences ici ou là. Ça se passe actuellement au niveau... Mais le Congo les ferait aussi exception. Pourquoi on ne peut pas faire l'exception si nous aimons bien notre pays? Non, c'est-à-dire on ne peut pas dire qu'on est bleu-blanc et que... non, on a nos failles, notamment dans les circuits financiers, de la captation des ressources. On a des failles. On a découvert qu'effectivement, le ministre du Budget a fait un travail énorme pour pouvoir sécuriser certaines recettes, a fait un travail énorme pour évacuer du fichier de ceux qui bénéficiaient, qui n'avaient pas droit. Il y a un travail qui a été fait. Et ça remonte à très longtemps. Il y a la responsabilité, y compris de ceux qui aujourd'hui sont dans l'opposition, quand ils étaient dans la majorité, quand ils étaient au pouvoir. Ils n'ont rien fait. Aujourd'hui, on découvre au fur et à mesure des choses qu'effectivement, il s'est passé beaucoup de choses
à reprocher aux uns et aux autres. Mais simplement, vous ne pouvez pas, M. Pascal, déterminer qu'effectivement, en ce qui concerne la corruption, la RDC est à la pointe. Non. On parle aujourd'hui du Brésil, on a parlé de la France. On a eu un ministre français qui était aux responsabilités, qui planquait l'argent. C'était pas de faux exemples. Non, mais non, je vous donne des exemples ailleurs, dans les pays les plus structurés, les plus organisés. Mieux que nous, avec une démocratie datant d'à peu près 300-400 ans. On a découvert ça existe encore. Vous allez nous reprocher, ce sont des fautes graves. Ce sont des crimes, si on veut. La corruption. Mais simplement, qu'on doit condamner, qu'on doit poursuivre. Voilà. Si le chef de l'État a décidé de pouvoir nommer un conseiller spécial pour la lutte contre la corruption, c'est parce qu'il y a une raison. C'est pas pour rien qu'il a fait. Parce qu'il a découvert que c'était comme ça. Si le chef de l'État a dit plusieurs fois qu'il avait une difficulté à un moment donné de pouvoir gérer les choses parce qu'il n'y avait pas les gens assez outillés autour de lui, parce qu'il y avait une raison. Mais tout simplement, il fait le bilan, il fait l'autocritique. Le chef d'État fait l'autocritique. Il découvre qu'il y a un problème. Il ne nie pas qu'il n'y a pas un problème. Bien sûr, les problèmes, cela on comprend, voilà. Parce que nous ne savons pas voir les élections, qu'on vous dise, par exemple, privilégions l'élection présidentielle parce qu'elle a des contraintes constitutionnelles. Commençons par l'organisation de cette élection, les autres nous allons voir après. Un argument comme ça pour vous, vous allez l'accueillir comment? Mais ce n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument, ça c'est juste l'effet de l'esprit. En quoi cette élection serait le socle de la démocratie et celle liée notamment au Sénat ne sera pas? En quoi? Et quelle est cette disposition qui dit il faut absolument faire ça comme ça? Quelle est cette disposition? Mais j'aimerais savoir, qu'on me montre la disposition qui dit il faut absolument tenir l'élection présidentielle, sinon il n'y a plus de démocratie. Oui, parce qu'en 2006, oui. Commençons de 2006, on aurait dû avoir l'élection, commencer par les élections locales et municipales urbaines. On a dit privilégions ce qui est plus essentiel, le reste nous allons voir après. On n'a pas organisé les élections à la base, on a privilégié ce qu'on a pu privilégier. Et c'est revenu aussi en 2011. On a négligé les élections locales, municipales et urbaines. Je ne sais pas si c'est pour quelles raisons. Alors aujourd'hui, maintenant que nous sommes devant une difficulté, parce que nous allons bientôt là évoquer certaines dispositions de la Constitution, alors est-ce que vous ne voyez pas qu'il serait un peu plus prudent aujourd'hui pour éviter peut-être des tensions, tout ça, organiser l'élection présidentielle et le reste des élections à venir après? Non, je pense que c'est une mauvaise lecture, je répète encore. L'erreur qui a été faite en 2006, réitérée en 2011, on ne doit pas la faire aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y a pas de sujet aujourd'hui parce qu'il n'y a pas, dans les chefs de celui qui conduit l'État aujourd'hui, la volonté de pouvoir modifier les choses. Il y a simplement dans l'autorité de la CENI qui nous dit qu'elle n'est pas en mesure, de faire l'élection selon les critères tels que déterminés, notamment par les résolutions. La transparence, les fichiers électoraux et l'issue. C'est l'issue des élections en question. Admettez, M. Pascal, vous êtes quelqu'un d'averti. Je vous ai suivi, je vous suis, je connais votre doigté. Prenons un exemple simple, schématisons. À la date qui est prévue, c'est-à-dire 90 jours avant la fin, on organise une élection aujourd'hui avec les fichiers électoraux tels qu'il est. Quelle serait l'issue? Qui va accepter? Qui, dans ces pays, acceptera les résultats? Parce qu'il n'y a aucune garantie, et je vous mets au défi de pouvoir me voir le contraire, que les nouveaux venus dans l'opposition vont gagner cette élection. Quand on avance cette hypothèse, les mêmes personnes expliquent qu'il est possible aussi aujourd'hui, si on a la volonté, déjà maintenant commencer avec l'opération de l'enrôlement si possible et la terminer un peu très rapidement afin qu'on ait l'élection présidentielle à la date constitutionnelle. Monsieur Pascal, vous voyez les tours de passe-passe. On vous dit on doit tenir dans les constitutionnels. Et puis on vous dit après... Là, généralement, c'est les opposants qui disent. Mais non, mais attends, c'est ça les tours de passe-passe. C'est-à-dire que c'est ce côté caméléon absolument, lorsqu'on est coincé, on change de couleur et tout ça, ça pose problème. Il est dit clairement ici qu'ils sont prêts à aller aux élections. Peu importe l'issue. Et en même temps, ils se rendent compte que ce n'est pas possible. Monsieur Pascal, j'ai dit et je le répète sur tous les plateaux. L'élection de 2011 avait énormément de failles. J'en suis la victime. Mais pourquoi vous ne vous assumez pas? La majorité sera perdante à quel niveau? Parce que le fichier est tel qu'il est aujourd'hui. Bon, vous avez tous les avantages possibles parce que vous dirigez totalement le pays aujourd'hui. Alors, si l'opposition
voudrait qu'on aille à l'élection présidentielle avec ce fichier. Mais je pense que c'est la majorité qui sortira gagnante. Pourquoi Oui, ne pas mais y non, aller? ça c'est une mauvaise interprétation de la démocratie. C'est-à-dire, vous partez du principe que parce qu'on a tous les atouts aujourd'hui, et que, conscient du mauvais état du fichier, allons-y parce que nous allons gagner tout ça. C'est pas bien. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. C'est le combat démocratique. Mais non, mais c'est pas le combat non, politique. Non, non, plutôt. c'est pas démocratique. Ça peut être un combat politique, mais c'est pas démocratique. Il faut donner la chance à ceux qui peuvent se présenter devant la population de manière tout à fait honnête et obtenir des suffrages. Pas aller de cette façon-là et tout. Et l'opposition, de quelle opposition parle-t-on, en fait, au jour d'aujourd'hui? Les sons de cloche de ceux qui sont opposants depuis 40 ans, à savoir l'UDPS, c'est pas le même son de cloche. Ah bon, aujourd'hui, l'UDPS est bien voulu par la majorité. Mais non, elle n'est pas bien voulue. Il y a quelques temps, la fois passée, l'UDPS, c'est un parti vraiment... Monsieur Pascal, qui virevoltent en permanence par rapport à leur position, c'est leur droit. Ils font ce qu'ils veulent. On connaît un peu leur système de fonctionnement. Mais simplement, est-ce qu'on peut aujourd'hui dénier le fait que l'UDPS a remplacé, au niveau du Parlement, les MLC? Les MLC étaient tout puissants plutôt en 2006. Aujourd'hui, l'UDPS a plus ou moins 40 députés. C'est la première force de l'opposition dans ce pays. Très bien. Parce que nous parlons de démocratie. Ils ont refusé en 2006. Les MLC a eu l'avantage d'être numéro 1. Et ils ont accepté en 2011. Et l'UDPS ne reconnaît pas ses députés. Il faut aller jusqu'au bout. Et c'est juste là, derrière le conflit. Non, je viens de vous dire ici qu'on connaît leur système, de tantôt oui, tantôt non, tout ça. Mais en même temps, ils sont réconciliés, en même temps, ils sont ensemble. Et la plupart, en fait, la majorité, tous ceux qui sont à la fois proches du président de l'UDPS perçoivent leurs indemnités. Ils n'ont pas rejeté leurs indemnités. Ils sont encore parlementaires à part entière. On a fait des petites concessions pour permettre à ce qu'ils puissent continuer à percevoir. Ils perçoivent. En vertu de quoi vous pouvez dire qu'ils ne sont pas. Ils sont dedans. Et aujourd'hui, c'est la force de l'opposition numéro 1 qui demande de pouvoir aller au dialogue. Nous sommes avec eux au dialogue. Et il y a beaucoup de chance au fait que les deux coprésidents qui est MP plus UDPS, ce qui est naturel en regard de la photographie politique aujourd'hui. Je ne peux pas vous poser cette question parce que je suis avec vous, j'ai compris la lucidité, maître. Quand vous parlez de difficultés qui partent de 2011 et vous aviez mis en exergue l'UDPS ou le président Tshisekedi avec le président de la République aujourd'hui, parce que ce sont les deux qui ont... Enfin, c'est Tshisekedi qui a pensé qu'il avait été élu et c'est ce qui a créé des tensions au pays alors qu'il n'était pas ici. Alors, aujourd'hui, pour composer au comité préparatoire, 12-12 pour les politiques et 6 pour la société civile, les 12 de l'opposition, l'UDPS estime que tous les 12 participants doivent provenir de l'UDPS et ses alliés. Je pense que cette lecture peut être fondée au regard de ce que nous évoquons ici, le conflit 2011 qui nous amène jusqu'aujourd'hui au dialogue. Non, ce n'est pas tiré du conflit. C'est juste, ils estiment que leur positionnement en tant qu'opposition aujourd'hui est plus légitime par rapport à certains opposants qui sont des dernières heures, par exemple. Et leur combat, ils estiment qu'il est plus légitime que les autres. Bon, c'est leur droit de pouvoir estimer ça. Mais il appartient aujourd'hui aux uns et aux autres, en majorité présidentielle et UDPS, y compris les facilitateurs qui est là, de voir apprécier. On n'a pas encore déterminé. On est dans les négociations encore, on n'a pas terminé les processus pour établir les bureaux en question pour les dialogues. Donc on est encore dans les discussions. Donc on ne peut pas tirer de ces discussions déjà une conclusion aujourd'hui. Voilà, nous avons des difficultés, les difficultés sont là. Pour organiser des élections, vous aviez bien compris. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que nous sommes en train de faire l'émission maintenant. À chaque émission, nous recevons les appels. On comprend la position de la population. Vous vivez à la cité avec la population également. Vous comprenez la position de la population quant au respect de la Constitution par l'organisation, surtout de l'élection présidentielle. Pas question, il faudrait qu'on respecte la Constitution. Et pourtant, nous avons des contraintes, comme vous aviez bien dit. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? L'intellectuel évoque, et la Constitution évoque ici l'article 70 qui pose problème d'interprétation. On va également évoquer cette question. Alors, qu'est-ce qu'il faut au jour d'aujourd'hui pour qu'on n'énerve pas non seulement la Constitution, mais en même temps la démocratie? Non, c'est-à-dire qu'il y a une question de diffusion, d'intoxication de la population par des messages qui n'ont rien à voir avec la réalité politique, la réalité juridique. L'article 70, on va en parler, bien entendu. Il n'y a aucun texte ici, il n'y a aucune disposition de la Constitution qui s'interprète de manière isolée. Il y a la coordination, l'articulation des dispositions de la Constitution qui fait que quand on l'interprète, on doit tenir compte d'un autre élément.
la tenue des élections dépend de qui? Ça ne dépend pas du gouvernement, ça ne dépend pas des institutions présidentielles, ça dépend de la CENI. C'est la Constitution qui le dit. Pourquoi est-ce que l'interprétation par rapport à la tenue, à la saisie, la tenue des élections, qui appartient totalement à la CENI, tirée de la Constitution, on n'en fait pas grand cas? Pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas grand cas? Alors que la CENI, qui a l'autorité de gérer ça, vous dit, j'ai un problème, je peux saisir la Cour constitutionnelle, même si on estime qu'elle ne peut pas avoir droit, mais simplement à travers le gouvernement, à travers le Parlement, à travers d'autres mécanismes, elle peut saisir la Cour constitutionnelle pour pouvoir interpréter la situation, enfin, dire ce qu'il faut faire. On a eu les cas déjà avant, avec la situation des provinces. Oui, oui. Il fallait les gérer. On était largement en retard, et puis finalement, la Cour constitutionnelle a décidé, en disant qu'il y avait des mesures à prendre de manière tout à fait urgente et tout ça, et a intimé le gouvernement à le faire. Ils l'ont fait. Et tout le monde en ce moment-là, et j'aurais souhaité qu'on puisse y revenir un peu, tout le monde en ce moment-là a pensé que Joseph Kabila a placé des gens ad vitam aeternam qui vont devoir gérer ces entités-là pour toute la vie. Il s'est avéré que non. C'était pour préparer les mécanismes de gestion par la suite par ceux qui seront élus. Ils étaient partis avant préparer le terrain pour qu'ils soient élus. Hein. Ah oui, vous savez, ça c'est de bonne guerre, je peux comprendre cette disposition, enfin, cette formulation-là, c'est pas que, grave. C'est de bonne Ils guerre. se sont métamorphosés en candidats et puis ils sont élus aussi. Mais très bien, mais ça s'est fait comme ça avec Sun City, ça ne vous a pas posé problème. Tout le monde, ceux qui étaient au Parlement de Sun City, la plupart ont été élus d'office, ça n'a pas posé problème. Donc, ce sont des gens qui sont aguerris, qui savent vraiment gérer tout ça, puisque là-dessus, il y a aussi des éléments à pouvoir prendre en considération. L'élection indirecte qui consiste à pouvoir être élu comme gouverneur à travers les parlements provinciaux, vous savez que ce n'est pas si évident que ça. La preuve, c'est que Kinshasa appartenait à l'opposition. Kinshasa devait être MLC, parce qu'ils étaient majoritaires au niveau de l'Assemblée provinciale. Ils n'ont pas eu. C'est sur base de quoi? Donc attention, il faut relativiser. C'est trop facile aujourd'hui. Alors, parlons voilà. du dépassement maintenant de ce délai, parce que ça commence à faire peur. Il n'y a pas de dépassement, M. Pascal. Alors, parce que l'article 70 est clair. Je ne veux même pas dire clair parce que pose problème aujourd'hui avec autant d'interprétations. Les députés de la majorité ont saisi même la Cour constitutionnelle pour interprétation de la Cour, mais nous faisons sa lecture littérale, s'il faut dire ainsi, simple, parce que surtout le deuxième linéa, on dit à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Ça pose problème. Ça pose aucun problème? Ça pose sérieusement problème. Non, ça ne pose aucun problème. Ça risque de diviser le pays. Mais pas du tout. Oui. Pas du tout. L'article 70 dit ça. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans cet article-là? Jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Donc, en droit, quand vous devez réfléchir, ça doit vous envoyer à l'article ou à la disposition qui organise l'élection. Quelle est la disposition? 73. Exactement. Donc, alors en ce moment, on dit, on articule cette disposition avec celle qui organise l'élection. Celle qui organise l'élection. Et puis, il n'y a pas de délai ici. Hein. Il n'y a pas un délai. Vous constatez qu'il n'y a pas de délai. 70 vous dit à l'installation. Il n'y a aucun délai là-dessus. Et s'il n'y a pas installation, il se passe quoi? S'il n'y a pas élection, il se passe quoi? Oui, mais en même temps, on n'a pas dit du président à élire, mais on dit du président élu. Oui. C'est supposé, il a déjà été élu. Et alors, il est là, il attend, c'est lui qui serait élu selon l'esprit de l'article 73 pour qu'il fasse la remise et reprise. Interprétation civile et non juridique. Ah oui, nous sommes civiles, nous ne sommes pas juristes. Non, c'est pas ça, c'est pas. C'est-à-dire qu'on dit l'installation effective du nouveau président élu. Je vous ai dit ici qu'il fallait l'articuler avec la disposition sur l'élection. 73, mais pas seulement 73, 73 et 74. Commençons par 74, qui dit les présidents de la République élus, donc ça reprend 70, entrent en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. La proclamation effective, d'accord? Il y a une première proclamation qui est faite par la CENI, la deuxième qui est finalisée par la Cour constitutionnelle aujourd'hui, d'accord? Et alors, ça nous renvoie à quoi? À 73, qui dit ceci: les scrutins pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante, 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Ça veut dire quoi exactement?
que la CENI a l'autorité de pouvoir convoquer les élections lorsqu'elle estime, parce que techniquement, elle a tous les éléments qui disposent de pouvoir organiser l'élection. Or, la CENI vous dit, et ça, de manière unanime, l'opposition, la majorité, la société civile, reconnaît qu'il y a un problème de fichier électoral, il y a du retard à résorber, il y a un problème, notamment aussi de mobilisation des ressources. On fait comment? Parce qu'on n'a pas tous ces éléments-là pour avoir les élections apaisées. Alors, la CENI dit, demande à la Cour constitutionnelle de pouvoir interpréter les dispositions permettant de pouvoir faire autrement, telles qu'elle avait sollicité pour l'histoire des gouverneurs. Alors, on attend, s'il faut aller dans ce sens-là, on aura la position de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire, toutes nos interprétations, juridiques ou pas juridiques, ne sont que des supputations éventuelles, oui, supputations ne reste pas moins vrai qu'il n'y a que la Cour constitutionnelle, le moment venu, oui, qui pourra se la Cour va comprendre, nous pensons que la Cour ne dira pas la loi contrairement à l'esprit de la Constitution. Comment voulez-vous déjà dicter la Cour se doit dire? Alors, mais il y a aussi la philosophie de la Constitution, au-delà de ce que nous lisons comme lettres, il y a aussi l'esprit de la Constitution. Mais quand nous lisons le préambule de la Constitution, nous comprenons que l'esprit était qu'on ne connaisse plus du pouvoir illégitime. Quand nous sommes au-delà maintenant du mandat, ça veut dire que nous dépassons les 5 ans. Est-ce que nous n'allons pas tomber dans l'illégitimité? Et alors, c'est ce qui a été le combat de la Constitution actuelle. Monsieur Pascal, erreur d'appréciation et de lecture en ce qui concerne le mot légitimité. La légitimité d'une élection s'arrête lorsque la nouvelle légitimité est mise en place. Si ce n'est pas le cas, la légitimité reste et produit ses effets. Qu'il arrive par exemple, parce que nous continuons. On a un exemple précis. Non, mais qu'il arrive par exemple, maintenant, nous sommes dans votre logique. Bon, la CENI reste dans l'incapacité, oui, pendant longtemps possible de pouvoir organiser l'élection. Oui. Ça veut autrement dire que le chef de l'État restera chef de l'État, même 5 ans, 6 ans après, même si la CENI n'aura pas organisé les élections. C'est comme ça veut dire. Monsieur Pascal, pourquoi vous ne posez pas la question sur les sénateurs qui sont là depuis 5 ans et qui ne sont pas légitimes? Je ne peux pas vous poser cette question, parce que vous êtes avocat, vous connaissez pourquoi. Mais bien entendu, parce que dans l'esprit de l'article 69, le chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, c'est lui que revenait maintenant la responsabilité. Il n'a pas fait. Non. Alors, qu'est-ce qu'il fallait? Non. Le chef de l'État a autorité sur... Il est le garant de la Constitution. Chaque institution a l'autorité sur ce qu'elle doit faire au terme de la Constitution. Il a peur de ce que je viens de dire. Ah, mais lorsqu'il y a dysfonctionnement à ce moment-là, il fait quoi? Attendez, on ne peut pas à la fois formuler des questions et donner des réponses. Je vous dis que lorsqu'il y a une difficulté de la mise en œuvre d'une disposition liée à une institution, et en l'espèce ici il s'agit de la CENI, on saisit la Cour constitutionnelle pour demander un éclairage. Ça a été fait préalablement en ce qui concerne les gouverneurs de province, on a eu la solution. Maintenant la CENI dit, je vais le faire de nouveau, parce que ces délais tels qu'impartis me posent problème, je ne suis pas en mesure d'organiser les élections pour l'instant. Maintenant, la solution première était partielle. Parce qu'il y a les sénateurs qui sont là, les députés provinciaux, c'est vrai qu'on a régularisé avec les gouverneurs, mais les députés provinciaux sont là, les sénateurs sont là. Il aurait fallu également penser à eux. Pourquoi on n'a pas pensé à ces gens? Mais les soucis restent les mêmes en ce qui concerne la mobilisation des ressources. Quel type de ressources peut-être bon? Mais bien entendu, vous avez fait l'élection des députés provinciaux. Moi, j'étais candidat. J'ai déposé déjà ce qu'il fallait déposer en termes de candidature par rapport à cette élection. Parti comme ça. Hein. Non, c'est-à-dire, oui, non, mais c'est pas parti, c'est pas parti. On a tout simplement, il y a un moratoire, et puis on aura une solution par la suite. Difficile, hein, parce que je vois, j'ai cet été encore dans la Non, revenons un peu. Là, on est en train de pouvoir aller dans l'autre sens et tout ça. Non, revenons à l'essentiel, parce qu'on ne peut pas à la fois poser des questions et puis éviter qu'on Alors, on parlait du dépassement jusqu'à l'infini, si la CENI était toujours incapable de... Il n'y a pas d'infini possible. La vie est courte, il n'y a pas d'infini. Il n'y a personne qui reste à l'infini, ça n'existait pas. C'était une vue de l'esprit. Ce que je disais tout à l'heure, c'est quoi? C'est que la légitimité aujourd'hui dans les chefs du président du Sénat et de tous les sénateurs, dans les chefs des parlementaires provinciaux, cette légitimité tirée de 2006 ne s'est pas éteinte tant qu'on n'a pas une nouvelle légitimité. En l'espèce, il n'y a pas une nouvelle légitimité eu égard à des difficultés liées notamment aux ressources, notamment au blocage du calendrier électoral. Donc, partant de là, la même disposition, la même interprétation de la légitimité s'applique à 70. Vous allez faire le tour du monde, vous ne trouverez pas une autre interprétation juridique que celle-là. Peu importe quelle entité
juridique à laquelle vous adressez cette disposition, elle vous dira la légitimité s'éteint lorsque la nouvelle légitimité est mise en place. Ce n'est pas les contraires. Je suis d'accord avec vous, mais nous, Merci. nous analysons les choses de manière sociologique. Ne fût-ce que ça. On est en droit. Ah oui, vous êtes en droit, bien sûr. Mais on est en droit, là. Nous autres ne sommes pas juristes. Mais Mais oui, alors, mais- parce qu'ici, maître, qu'il arrive, moi je reviens à ma question. C'est vrai, c'est ce que vous dites, mais qu'il arrive maintenant, la CENI soit toujours dans l'incapacité. Ça veut dire que le gouvernement ne donne pas l'argent. N'oubliez pas en même temps que nous sommes en politique. Oui. Alors, lorsqu'il y a une disposition ouverte comme ça pour les politiques, ils peuvent maintenant l'exploiter pendant longtemps possible. Alors la CENI toujours dans l'incapacité d'organiser l'élection. Autrement dit, les institutions en place vont rester pendant longtemps possible, 3, 4 ans, 5 ans, sans connaître l'élection. Vous savez, Et à ce moment-là. vous savez, je suis plus à l'aise parce que je suis en face de quelqu'un qui lit, qui s'informe. Vous avez Habermas qui vous explique, Habermas, oui. qui vous explique que la communauté juridique, lorsque une disposition ou un texte pose problème, elle s'est réunie au même titre que s'est réunie avant pour pouvoir solliciter un référendum ou faire quelque chose pour décider ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Il appelle simplement que dans ce cas ici, il y a un dialogue qui est convoqué, notamment pour évaluer si effectivement cette difficulté inhérente à la mise en œuvre du calendrier électoral et surtout de l'élection fétiche en ce qui vous concerne, comment on fait? Mais ensemble, il faut dégager un consensus. Parce que les textes vous disent, les textes qui met en place, qui convoquent le dialogue, dit au terme de ce dialogue, il va falloir sortir avec un consensus. Et ce consensus sera applicable à tous. Parce qu'on a la majorité, on a l'opposition, on a la société civile, de manière à pouvoir pondre quelque chose qui soit utile à la Mais République. une démarche C'est ce de qu'on attend. plus. Et pendant qu'on attend le dialogue, ensemble, on va dégager un consensus, vous le dites bien, mais en même temps, la majorité initie dans sa composition une démarche d'interprétation de la disposition 70. Est-ce qu'il n'y a pas... Pourquoi n'avoir pas attendu seulement le dialogue? Mais est-ce que vous allez maintenant... Ah non, écoutez, là il y a un problème. Soit vous êtes démocrate, vous estimez qu'un Parlement peut s'exprimer quand il veut, que quelqu'un a la liberté de pouvoir saisir, alors constitutionnel s'il estime qu'il a l'autorité pour pouvoir le faire, ou il a la qualité pour pouvoir le faire. Vous êtes démocrate, vous laissez faire. Oui, mais- Il appartient... Mais non, attendez. Il appartient à la Cour constitutionnelle, aux uns aux autres, de dire voilà, c'est pas fondé, c'est pas nécessaire, à tout ça. Mais c'est pas vous ou en moins de déterminer en disant tel ne fait pas ça parce que je suis en train de penser comme ça. Non, ça c'est la pensée unique, ça. Oui, mais vous évoquez beaucoup de philosophes. Je comprends que peut-être nous sommes dans le même secteur ensemble. Il y a ce qu'on appelle en philosophie la discursivité. Oui. Ceux qui se présentent devant nous peuvent dégager un message et nous aider à comprendre ce qui est devant nous. Je crois que c'est les actes qui sont posés. En psychologie, on étudie également le comportement de la personne. Je prends ici, sur l'observation, je parle de l'extrospection. Oui. Tout ce qu'on pose comme acte de manière externe, en tout cas, nous permet également de comprendre la personne. Et tout ce que la majorité pose comme acte aujourd'hui, vous pensez que les gens ne sont pas en mesure de comprendre les intentions et finalement comprendre effectivement ce que veut la majorité? Mais vous savez, là, quand vous parlez, vous avez pris les bons mots, les intentions. Donc, lorsque vous mettez en place un processus de procès d'intention, en disant que nous pensons que l'acte que vous posez, c'est dans telle intention, c'est très grave. Non, Parce mais que grave.